Et je vais vous lire un texte, je sais que tu voulais en parler. Oui. Je vais vous lire un texte, c'est dur, mais... Un pédophile qui possédait près de 300... Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est difficile à lire. Un pédophile qui avait 293 000 fichiers d'abus et d'exploitation pédosexuelle dans son matériel informatique quand il a été arrêté. On parle ici de gestes sexuels sur des bébés naissants. Des bébés naissants. Violence extrême sur des enfants qui se font brûler, frapper. Attends une minute, des bébés naissants qui pleurent de douleur. Okay? Des violences extrêmes sur des enfants qui sont brûlés ou frappés. Des scènes montrant des enfants sans vie, mutilés de façon extrêmement troublante. C'est un pédophile du Québec. Il a eu 6 ans, tabarnak. Excusez-moi le sacré. Il a eu 6 ans. Le gars, il a des vidéos de bébés naissants qui pleurent de douleur parce qu'ils se font agresser sexuellement. Des vidéos de cadavres d'enfants. Des vidéos d'enfants qui se font frapper puis brûler. Il y a ça dans son ordinateur. 6 ans de prison. Are you fucking kidding me? Christy, du système de justice de merde. Littéralement de merde. On a perdu toute notion de conséquences, Christy. Des conséquences à des gestes. Il n'y a pas crime plus grave que de s'en prendre à des enfants. Christy, des bébés naissants. Il a eu 6 ans. Il va faire les 2 tiers de sa peine. Ça veut dire qu'il va sortir après 4 ans. Tabarnane! Ouais, c'est dégueulasse. Dis-toi, Richard, que le plus qu'il pouvait avoir, parce qu'il n'y a pas là-dedans, là, c'est pas lui qui commet les abus. Là. Je sais que ça réduit rien. Là. On se comprend. Non, Richard, je vais juste expliquer d'un point de vue purement judiciaire. C'est que là-dedans, là, lui n'a pas commis le geste lui-même, puis pour posséder là, de la pédopornographie, le maximum que tu peux encourir, c'est 10 ans. D'ailleurs, le juge a dit que lui, là, c'est un cas typique qui aurait pu se mériter la peine maximale de 10 ans pour possession de pornographie juvénile. Il l'a pas eu? Mais parce que semble-t-il qu'il a fait un plaidoyer de culpabilité, après ça, qu'il a amorcé une réhabilitation thérapeutique, que son risque de récidive serait faible, malgré un manque d'empathie, une tendance au sadisme. Ben là, moi aussi, je trouve ça difficile à avaler. Il a suivi une thérapie, oui, mais il a suivi une thérapie seulement quand il s'est fait prendre parce qu'il ne voulait pas avoir 10 ans de prison. Puis même 10 ans de prison, qui est le maximum, c'est rien, Christy. C'est rien. C'est un crime absolument odieux. Puis dis-toi, écoute, que la grève aujourd'hui des agents correctionnels a eu un effet quand même sur tout ça, puisqu'on a dû, là, en bon jargon policier judiciaire, le parader tout le long du palais de justice, cet homme-là, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de clichés de lui là, qui se retrouvent dans le Journal de Montréal et dans d'autres médias en ce moment. Oui, on y voit la face. Ouais, t'imagines les policiers c'est dégueulasse. Regarde, on qui le voit ici. doivent regarder ces vidéos-là. Là. Ils saisissent son ordinateur puis ils regardent les vidéos pour amasser des preuves. Là. Ils doivent, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. J'ai aucune idée. 6 ans. Notre système de justice est une vaste blague. Voilà, vaste blague. Après avoir été congédié de la SAC, Éric Ducharme est nommé au MAPAC. Mais écoute, le rapport Galland semblait dire que... Parce que lui, il avait été sacré dehors de la SAC. Oui. Par Geneviève Guilbeault, qui disait qu'il n'avait pas fait de ménage. Mais là, le rapport Galland a un peu dit, il était pas si mauvais que ça. Oui, le rapport Galland disait que la qualité de l'information qui était transmise au gouvernement s'était améliorée après l'arrivée d'Éric Ducharme, qui, je le rappelle, arrive en renfort, lui, en avril 2023. Ça fait 2 patrons back-à-back, en bon français, qu'on vient de congédier là, du côté de SAC, en plein fiasco, ça clique. Et Geneviève Guilbeault, comme tu l'as bien dit, l'a mis dehors en disant qu'il n'avait pas réussi à faire le ménage, qu'il avait échoué à résoudre la crise. Et là, dans le rapport, comme tu le dis, c'est ça. On dit que les cachotteries, quand ils étaient là, ont arrêté du côté de la SAC, même si, pendant les travaux de la commission, il y a une ex-vérificatrice qui a dit que M. Ducharme, lui, là, il manquait d'intérêt de faire un audit à l'interne. Ça ne tentait pas trop de faire des vérifications au sein de la SAC. Dans tous les cas, Richard, vous ferez les gens à la maison se feront l'opinion qu'ils veulent là-dessus. Reste que il reçoit là un autre gros poste. Il est nommé en ce moment, va devenir le sous-ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, donc le MAPAC, et va pouvoir là, prendre toutes sortes de décisions en ce qui concerne le territoire agricole québécois, dont la nouvelle dont je parlais tout à l'heure, le fait d'aller fermer des places, par exemple, dans une microbrasserie parce qu'on juge qu'on respecte pas les règlements des terres agricoles au Québec.
C'est assez spécial. Quand même, moi, je me pose des questions. Je dis pas que M. Ducharme lui-même a été le responsable du fiasco Saclay. On comprend qu'il est arrivé comme un pompier pour essayer d'éteindre le feu. Reste quand même que, dans l'œil du public, du contribuable, là, on vient de renommer encore. C'est pas quelqu'un de nouveau. Ces gens-là, ils perdent jamais leur job parce qu'ils sont tout le temps nommés après quelque part d'autre. C'est ça. Ben voilà, ça s'inscrit dans un mouvement. On va te replacer. On va te replacer. Puis des fois, ils sont placés quelque part avec un meilleur salaire. Je sais pas si vous savez, mais c'est parce qu'il y a un sous-ministre de l'Agriculture, là, je l'ai pas devant moi. Ça fait des chiffres en haut. Là. Oui. C'est un gros salaire là, pour être dans ce poste-là. Dans tous les cas, c'est encore un autre exemple probant de quelqu'un dans la fonction publique qui échoue à son poste, qui se fait sacrer dehors, puis qui est renvoyé dans un autre poste. Merci, Alexandre. Puis pour moi, là, si tu regardes des vidéos, mettons, de filles qui se font violer, en sachant fort bien que ces vidéos-là sont vraies, puis que ce sont vraiment des filles qui se font violer, puis tu regardes ça, t'es un violeur. Pour moi, je ferais pas. À quelque part, pour moi, t'es un violeur. T'es dérangé, là. Ben oui. 6 ans, excusez-moi, mais c'est pas 50, hein? Fichier, moi, c'est tout le temps ça aussi qui me fait capoter. 293 000. Tu sais, parce qu'il n'y en avait pas assez du bébé torturé là. C'est dégueulasse, vraiment. Là, ouais, puis, regarde, moi, je suis content qu'on le fasse. Regarde, ils l'ont fait parader. Là, on va montrer ces images. Là. C'est 6 ans de prison, Richard. Mais là, je pense que le Québec au complet peut voir le visage de quelqu'un qui a fait ça. Stéphanie. Je voulais vous parler d'un court-métrage qui a remporté un prix au Festival de Cannes. Aujourd'hui, ça s'est passé cet après-midi. Donc, au Festival de Cannes, il y a une section du festival qui est dédiée aux cinéastes émergents. Donc, ça s'appelle la Semaine de la critique. Et c'est là que s'est distingué le court-métrage Skinny Bottine du réalisateur montréalais Romain F. Dubois. Donc, il a remporté le prix Découverte Sony du court-métrage. C'est une récompense qui souligne, en fait, les œuvres qu'on juge particulièrement prometteuses. Et Romain F. Dubois, il faut savoir qu'il a mené toute sa production sans l'appui d'organismes publics. Là, il s'est financé lui-même pour réaliser son court-métrage. Ça a l'air bon. C'est son tout premier film. En fait, Skinny Bottine, ça se passe à Montréal en plein hiver et on suit un jeune qui va enchaîner les petits vols dans l'espoir d'avoir assez d'argent pour rembourser son ex-copine. C'est un court-métrage de 19 minutes. Donc, c'est son tout premier film à Romain F. Dubois. Donc, j'imagine que ça va évidemment lui donner le goût de continuer. Et Skinny Bottine était le seul film québécois présenté à Cannes cette année. Bravo à lui. Merci beaucoup. On s'en va à la